Bien, bonjour à toutes et à toutes. Merci Ariane pour l'introduction. Je voudrais également remercier les organisateurs pour avoir eu la brillante idée d'organiser cette école dans un site aussi magnifique. Et je voudrais également remercier Jérôme qui a eu la gentillesse d'échanger sa place dans l'emploi du temps avec la mienne pour certaines contraintes. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler, donc je vais prendre la suite de Valérie, continuer à parler sur des petits clusters. Ça peut être des petits clusters d'or, mais aussi d'argent, donc tout ce qui est métaux-nobles. Et je vais m'intéresser plus particulièrement donc, au calcul des propriétés spectroscopiques de ces petits clusters par des méthodes de mécanique quantique. Alors vous allez me dire, mécanique quantique, c'est peut-être un petit peu ambitieux puisqu'on sait résoudre les équations de la mécanique quantique uniquement sur l'atome d'hydrogène et là les clusters sont assez gros. Et bien justement, je vais particulièrement mettre l'accent sur les défis méthodologiques sur lesquels nous allons être confrontés pour faire ce genre de modélisation. Alors ce cours, il va être divisé en 4 différentes parties. Une première partie qui va s'intéresser aux différents objets et plus particulièrement à leur structure électronique. Une deuxième partie qui va s'intéresser aux méthodes de calcul dérivées de mécanique quantique, aux différentes approches qui existent dans la littérature. Alors ici, j'ai fait le choix de ne pas faire un catalogue des différentes méthodes, mais d'essayer de vous montrer quelles sont l'origine de la DFT et de la TD-DFT. Ce sont des acronymes que vous retrouvez souvent dans la littérature. Il y aura un petit peu d'équations, mais l'intérêt, c'est de comprendre la physique qu'il y a derrière chaque terme et finalement, quelles sont les approximations qu'on va devoir introduire pour ces différents termes. Ensuite, je continuerai par l'aspect caractérisation des excitations électroniques qu'on est capable de calculer et notamment pouvoir dire si ce qu'on calcule, ce sont bien des excitations qui sont d'origine plasmonique ou alors si c'est des excitations single particules, etc., etc. Et puis, à la fin, je vous parlerai de 2 exemples que j'ai tirés de la littérature, notamment comment essayer de modéliser les spectroscopies exaltées de surface, et puis un exemple aussi sur les propriétés de photocatalyse par l'or. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux différents objets qui nous intéressent, par exemple ici, au cas de l'or, mais je l'ai dit, ça pourrait très bien, je parlerai aussi de l'argent, et puis ça pourrait être aussi bien le cuivre. Donc, il y a différents objets. Donc, dans un premier temps, on peut s'intéresser à ce qu'on appelle le bulk. Alors, le bulk, qu'est-ce que c'est? C'est un objet périodique, tridimensionnel. Et donc, au niveau de sa structure électronique, on retrouve ici, une structure électronique qui est sous forme de bande, toutes les orbitales sont représentées par des densités d'état. Donc, c'est effectivement l'aspect infini de matériaux qui fait qu'il n'y a pas encore discrétisation des niveaux énergétiques. Lorsque finalement on sort le ciseau de notre poche et qu'on commence à couper ce matériau dans les 3 dimensions, on fabrique une nanoparticule qui va être dans un premier temps de grande taille. Et dans ce cas-là, on voit qu'on commence à avoir une discrétisation des niveaux énergétiques avec les orbitales occupées qui vont être le plus basses en énergie et les orbitales virtuelles qui sont, elles, plus hautes en énergie. Et puis, lorsqu'on commence encore à réduire la taille de l'objet, on passe sous la barre des 10 nanomètres ici, on va commencer à travailler avec
des objets assez originaux que j'ai l'habitude de qualifier de molécules inorganiques. Alors c'est vrai qu'on appelle toujours molécules organiques, et c'est vrai que nous, modélisateurs, on est habitués à travailler avec ça. On est également, quand il s'agit de composés inorganiques, eh bien, on voit plutôt des surfaces ou des objets tridimensionnels. Ici, c'est un objet original sur lequel on va s'intéresser, et donc que sont ces molécules inorganiques. Et on va voir que c'est d'autant plus un nouveau défi donc pour la modélisation. Et bien entendu, hein, lorsqu'on descend encore à plus petite échelle, hein, là on revient au complexe organométallique, et là on a vraiment une structure donc orbitalaire qui ressemble à une molécule. Moi, dans cette présentation, dans ce cours, je vais plutôt m'intéresser finalement aux transitions, à l'excitation des électrons, hein, des niveaux occupés vers les niveaux virtuels, et qui vont se dérouler au sein des nanoparticules et des nanoclusters. Et ces systèmes-là, hein, ils ont une certaine particularité, c'est que lorsqu'ils sont excités par un champ électrique, hein, dont la longueur d'onde est inférieure à leur diamètre, eh bien, il va y avoir un phénomène particulier qui va s'enclencher, c'est que les plasmons, donc les fameux électrons qui sont situés à la surface de la nanoparticule et qui sont situés dans la bande de conduction de chaque atome, eh bien, ils vont commencer à osciller de manière collective. Alors ici, on a déjà deux mots-clés hein, qu'on voit apparaître, et qui nous permettra par la suite de caractériser les différentes excitations. Il y a l'aspect bande de conduction et l'aspect ici collectivité. Et on le voit, hein, j'imagine que comme vous êtes tous spécialistes du domaine, hein, j'ai tout de même rapporté donc, le spectre d'extinction ici pour des nanoparticules d'or de différents diamètres, qu'il y a effectivement des bandes très intenses hein, qui absorbent dans le visible, et que plus la particule est finalement grosse, un diamètre important, plus les bandes vont être extrêmement larges. Mais on voit que finalement, et comme l'a montré aussi Valérie, il y a les particules qui sont petites ont quand même des capacités d'absorption qui sont quand même assez fortes. En termes de méthodes hein, basées sur la mécanique quantique qu'on va pouvoir utiliser ici, donc pour les structures tridimensionnelles, hein, donc pour le bulk, donc si vous avez participé aux différents ateliers, c'est plutôt les méthodes qui sont développées donc, par hasard. Donc DFT périodique qui fonctionne en onde plane. Ensuite, si on diminue et qu'on va sur les très grosses nanoparticules, on va plutôt essayer de les modéliser avec des modèles classiques d'électrodynamique. Hein. Encore une fois, pour rappel, hein, c'est l'atelier qui est présenté par Roméo, donc tout ce qui est méthode basée sur la FDTD. Lorsqu'on commence à aller sous la barre des 10 nanomètres, les méthodes électrodynamiques ne fonctionnent plus. Hein. Pourquoi? Parce que les effets quantiques commencent à être importants, donc discrétisation des niveaux énergétiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, eh bien, les systèmes sont beaucoup trop gros pour qu'on puisse appliquer de la mécanique quantique. Donc ici, on va plutôt s'intéresser à des modèles qu'on appelle semi-classiques, où finalement, hein, on a une description de l'atome. On commence à décrire l'atome. Chaque atome va avoir une polarisabilité, hein, et va avoir une charge, et on va étudier les fluctuations des charges de chaque atome lorsqu'on envoie un rayonnement électromagnétique. Et puis, donc ici, hein, ce dont on va parler aujourd'hui, donc pour les plus petits clusters d'or, donc dans la gamme de 0 à 2 nanomètres, hein, on va appliquer des méthodes dérivées de la mécanique quantique, donc DFT et TD-DFT. Alors, tout d'abord, pour parler de ces approches quantiques. Quand on parle de quantique, on a tous en tête donc, la fameuse équation de Schrödinger, où on cherche
finalement les solutions stationnaires de cette équation, H psi égale E psi. Alors, psi, qu'est-ce que c'est, hein? C'est la fonction d'onde de l'état fondamental. Et pour nous, chimistes, eh bien, elle n'a aucune signification. D'accord? On ne peut pas l'interpréter. Alors certes, quand on l'élève au carré, ça nous donne une probabilité de présence de trouver l'électron dans l'espace, mais on n'arrive pas à relier, enfin pas bien à relier cette quantité directement avec une observable qu'on pourrait obtenir expérimentalement. Et donc c'est dans ce sens-là que la DFT a été introduite par Weinberg et Kohn en 1964. Alors qu'est-ce que leur théorème dit, hein? Il dit qu'on est capable d'exprimer l'énergie totale d'un système en fonction de sa densité électronique, c'est-à-dire cet observable qu'on peut aussi obtenir expérimentalement. Et donc, cette énergie ici, hein, elle peut se décomposer comme un premier terme où on voit apparaître à nouveau cette densité électronique multipliée par le potentiel. Ce potentiel-là, c'est le potentiel généré par les noyaux. Donc, ce premier terme ici, c'est c'est l'interaction entre les électrons du système et les noyaux. Et puis, il y a un second terme qu'ils ont appelé la fonctionnelle universelle, ici, hein, et dans lequel, en vérité, se cachent donc ces deux termes. Le premier terme, c'est l'énergie cinétique des électrons, et puis le potentiel d'interaction électron-électron. Alors, on a un souci, c'est que ces termes, eh bien, on ne connaît pas d'approximation analytique pour les estimer. Alors pourquoi ? Si vous imaginez un nuage électronique dans lequel à l'intérieur il y a tous les petits électrons. Si on est en mécanique classique, eh bien, le mouvement de chaque électron va être indépendant. Lorsqu'on passe sur le régime de la mécanique quantique, eh bien, le mouvement de chacun de ces petits électrons va être corrélé avec les uns avec les autres. Et ça, finalement, on n'a pas d'approximation analytique pour l'estimer. Et donc, il va falloir trouver des trucs et astuces pour pouvoir résoudre ce genre d'équation, parce que sinon, eh bien, on en reste là. Alors, l'idée qu'ils ont eue un an après, donc Kohn et Sham, c'est de dire, bon, ben nous, l'énergie cinétique des électrons interagissants, on ne sait pas la trouver, eh bien, on va passer par un système fictif où chaque électron va se comporter de manière indépendante et ne va pas vouloir interagir avec ses petits voisins. Et donc, dans ce cas-là, on est capable donc d'estimer l'énergie cinétique des électrons, mais vous voyez ici hein, que pour ce faire, donc on cherchait dans un premier temps à se débarrasser des orbitales. Et ici, on va être obligé de réintégrer donc, des intégrales dans cette expression-là. Et donc, on va partir du principe que ici, la densité qui est générée par ces électrons non interagissants hein, va pouvoir être utilisée et on va pouvoir définir donc ici l'énergie totale qui est décomposée comme des différents termes des électrons non interagissants qui va pouvoir être égale avec une somme de termes ici où les électrons n'interagissent pas entre eux. Et donc si on reformule cette expression-là, donc on arrive dans un premier temps ici, donc on avait le fameux potentiel l'électron noyau. Ici, on a le terme d'énergie cinétique des électrons non interagissants. Ici, on a le terme d'interaction électron-électron, mais donc c'est un terme qu'on appelle de champ moyen ici, qui est dérivé plutôt de la mécanique quantique. Alors pourquoi champ moyen? Parce que chaque électron va pas voir ses petits copains,
indépendamment, mais il va avoir le nuage électronique. Chaque électron va avoir donc des interactions qui sont moyennées. Et puis, ici, donc, il y a ce qu'on appelle le terme d'échange et corrélation. Hein. C'est un terme un peu fourre-tout, dans lequel il va y avoir les interactions qui sont de type quantique, donc l'échange et la corrélation. Et donc, vous voyez que cette expression ici, elle est exacte. C'est pour ça qu'on dit que la DFT, elle est exacte. Par contre, ici, il va falloir approximer ce terme parce qu'on ne le connaît pas. C'est le fameux terme d'échange et corrélation. Alors, échange, qu'est-ce que c'est? Échange, c'est lors du mouvement de l'électron, eh bien, ça va être sa capacité à échanger sa position dans l'espace avec celle de son voisin. Et la corrélation, qu'est-ce que c'est? Ça va être comment finalement son mouvement va interagir, va être corrélé avec le mouvement des électrons voisins. Et donc, une fois qu'on en est là, on connaît l'expression des différents termes. Donc, comment ça va fonctionner? Donc, on a ici l'expression de... Pardon, je me trompe toujours avec les boutons. Hop là. On a ici donc l'expression de l'hamiltonien qui dépend, on a été obligé, comme je vous l'ai dit, de réintroduire les orbitales moléculaires. On a ici le fameux potentiel modèle. Et donc, pour résoudre cette équation, eh bien, on la résout de manière autocohérente. On part d'une densité à la base, donc c'est ce qu'on appelle un guess de densité. On va l'utiliser pour calculer ce potentiel. Ce potentiel, on va le réinjecter dans cette équation aux valeurs propres. On diagonalise. On retombe sur les solutions, la fonction d'onde et les énergies des orbitales, qu'on va réutiliser, qu'on va réinjecter ici, densité, potentiel, diagonalisation, etc., etc. Et finalement, on arrêtera cette boucle qui pourrait être infinie, lorsque finalement les critères, donc l'énergie ne variera plus et la densité ne variera plus à un seuil de tolérance près. Alors, il nous reste un point à avoir, et finalement, c'est un petit peu le nerf de la guerre en DFT, c'est cette approximation d'échange et corrélation. Donc, ce terme, il faut bien savoir qu'en termes d'ordre de grandeur, il est négligeable comparé aux autres termes qui sont ici. Il est négligeable, mais par contre, il va être extrêmement important parce que de petites variations vont introduire de grandes erreurs. Et même des choses qui vont être complètement aberrantes comparées aux résultats expérimentaux. Alors, pour dériver ce terme, il existe différentes approximations et un célèbre physicien du domaine, John Perdue, les a classés dans ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. Donc, c'est une allusion biblique où lorsque Jacob fuyait son frère, eh bien, il y a une échelle d'anges qui s'est déployée devant lui et qui part de la terre pour monter jusqu'au paradis. Cette échelle, qu'est-ce qu'elle traduit? Sur les approximations qui se trouvent ici, eh bien, on va modéliser le nuage électronique localement comme étant homogène. C'est un gaz d'électrons. Et puis, plus on monte les barreaux de l'échelle, plus on va introduire de l'inhomogénéité dans ce nuage électronique. Finalement, c'est assez logique. On se rend compte que le comportement du nuage électronique ne va pas rester le même lorsqu'on est à proximité du noyau ou lorsqu'on est à plus grande distance. Et bien ça, c'est les inhomogénéités qu'on va introduire, et on va l'introduire en insérant des termes dépendants du gradient de la densité et même du laplacien de la densité. Et puis, lorsqu'on monte encore dans l'échelle, on va introduire ce qu'on appelle de la non-localité. Donc, non-localité, à quoi ça représente? Ça va être des interactions vraiment à longue distance entre les électrons. Donc, par exemple, si on fait l'allusion avec des molécules, donc des interactions entre des parties éloignées d'une molécule, entre des électrons qui sont sur des parties éloignées
d'une molécule. Et donc ça, c'est tout ce qui est fonctionnel, fonctionnel hybride, hein, qui ont un peu révolutionné le monde de la chimie de par leur précision. Et donc la fonctionnelle la plus connue que vous avez certainement tous rencontrée, c'est la fameuse B3-Li. Donc, une fois qu'on a déterminé, qu'on a compris comment fonctionnait donc la DFT, qu'on a compris qu'il fallait finalement, pour être précis, trouver la fonctionnelle d'échange et corrélation qui va être capable de mieux prendre en compte les interactions électroniques au sein de nos systèmes. Eh bien, on va pouvoir donc obtenir toutes les propriétés de l'état fondamental, donc notamment, hein, par exemple, trouver les différentes conformations d'un système. Ici sont représentées les orbitales moléculaires d'un dimère de cluster d'or, hein, donc calculer ce genre de propriétés, etc., etc. Par contre, on ne s'est toujours pas attaqué à la spectroscopie, parce qu'en effet, hein, lorsqu'on veut s'attaquer à la spectroscopie, il va falloir s'intéresser aux transitions électroniques entre les niveaux, les orbitales qui sont occupées vers les orbitales qui sont virtuelles. Et pour ce faire, hein, il va falloir donc passer à l'état excité, donc passer sur une surface d'énergie potentielle qui est plus haute en énergie. Alors ici, hein, pour passer à l'état excité, on excite les électrons avec un champ électrique. Et ce champ électrique, bien entendu, il est dépendant du temps. Et donc c'est pour ça, hein, qu'on va devoir s'atteler à donc Time Dependent Density Functional Theory, c'est-à-dire la résolution donc, des différentes équations Kohn-Sham qui vont être dépendantes du temps. Alors pour ce faire, on va à nouveau introduire des approximations, hein, parce que plus on introduit des dépendances en différents paramètres, plus bien, ça devient compliqué. Et finalement, on va décomposer le potentiel global qui est dépendant ici du temps comme un potentiel qui est indépendant du temps et sur lequel on va appliquer une perturbation. Et cette perturbation, elle dépend du temps. Donc, on ne part pas du principe qu'on va travailler à haute énergie avec des lasers qui sont assez puissants. Et donc, on se base dans cette approximation. Et donc, qu'est-ce que c'est d'une manière pratique la TD-DFT? Eh bien, c'est simplement la DFT sur laquelle on applique la théorie de la réponse linéaire. Et donc, finalement, on va avoir la densité électronique qui dépend du temps ici, qui peut s'exprimer comme la densité de l'état fondamental, plus une perturbation qu'on va appeler la densité induite. Et donc, cette densité induite, hein, on peut la relier finalement au potentiel effectif, à la perturbation du potentiel effectif qui dépend du temps, grâce à cette fonction qu'on appelle de linear response. Et lorsqu'on calcule finalement donc les valeurs de oméga pour lequel ici le dénominateur s'annule, on va obtenir donc le spectre UV visible, c'est-à-dire les énergies d'excitation des différents électroniques. Donc ce problème, hein, chercher finalement des maxima, il peut être reformulé sous la forme d'une équation aux valeurs propres. C'est la fameuse équation de Cassida qui est ici. Et donc là, quand on regarde cette équation aux valeurs propres, on peut se dire, hein, on va être limité, assez limité en termes de puissance de calcul. Alors pourquoi? Parce que chaque terme ici dépend de la fonctionnelle d'échange et de corrélation, d'intégrale, et donc il va falloir toutes les calculer. Et on va avoir des matrices qui grossissent de plus en plus avec la taille du système et avec le nombre d'excitations qu'on va devoir calculer. Et donc là, c'est un premier frein ici, hein, c'est que plus on va vouloir calculer d'excitation et plus on va avoir d'électrons et plus on va avoir des soucis de diagonalisation. Alors, ici, donc, j'ai récupéré un premier exemple de la littérature. Donc sur ces clusters d'argent,
Donc on voit qu'ils ont des tailles qui ne sont pas si importantes que ça. Et pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce qu'il illustre bien déjà l'influence de la fonctionnelle d'échange et corrélation. Donc ce terme que je vous ai dit qu'il faut particulièrement bien choisir pour avoir des résultats qui se rapprochent de l'expérience. En noir ici, vous avez le spectre expérimental, ici et ici et ici pour les différents clusters. Et puis, ici, BP86 en bleu ciel, c'est les fameuses fonctionnelles qui sont en bas de l'échelle, les fonctionnelles semi-locales. Et en violet, ici, RSH, donc c'est les fonctionnelles hybrides qui se trouvent plutôt sur le haut de l'échelle. Et on voit sur ce que c'est ces petits clusters qui se comportent plus, comme je le disais, comme des molécules inorganiques, eh bien, on va devoir aller sur ce type d'approximation pour pouvoir correctement prédire finalement la position du maximum d'absorption ici. Alors, vous allez me dire, ces clusters, ils sont relativement âpres par rapport aux objets avec lesquels vous travaillez expérimentalement. Effectivement, ici, on a des clusters qui sont, comment dire, non décorés de ligands. Les spectres ont été calculés en phase gaz, etc. etc. Donc, c'est pas... Pardon, excusez-moi. Donc, ça se rapproche, c'est assez loin de ce qui se fait expérimentalement. Mais bon, on travaille pour s'en rapprocher de plus en plus. Et donc, comment? Pardon, excusez-moi. Donc, si on essaye déjà d'augmenter en taille, donc c'est un défi que je vais essayer de vous montrer ici. Lorsqu'on s'attaque aux particules qui vont avoir des diamètres autour de 2 nanomètres, ça correspond à peu près de 300 atomes. Donc, pour ces clusters d'or, ça correspond à peu près 25 000 électrons. 25 000 électrons, c'est à peu près 6 000 électrons de valence. Donc, c'est des systèmes qui sont énormes. Bon, si on le décompose, nous, on travaille en base localisée. Ça fait à peu près 12 000 fonctions de base, donc qui se décomposent en presque 3 000 orbitales occupées et 8 500 orbitales virtuelles. Donc, vous imaginez le nombre d'excitations qui vont être possibles dans ce cas-là, même si ce sont finalement des excitations, c'est des excitations de valence sur lesquelles on va se concentrer. Donc, ça fait des tailles de matrices qui sont énormes. Donc 25 millions de composantes à calculer. Et donc là, après, on ne sait plus diagonaliser. Voilà, il y a des imprécisions numériques qui s'introduisent et on ne sait plus faire. Donc l'intérêt pour ce faire, c'est d'introduire certaines approximations. Notamment, vous avez peut-être entendu parler d'approximation de temps d'Ankoff. C'est-à-dire que la matrice de couplage B ici, on la signe comme étant à 0. Et donc là, on diminue plus que par 2 la taille de l'équation à résoudre. Et puis, il y a une nouvelle méthode semi-empirique qui a été développée en 2013 par Stéphane Grimm, qui introduit aussi encore plus d'approximations à l'intérieur. Donc, on réduit le nombre d'orbitales qui sont impliquées dans ces matrices, on limite, et puis il y a certains termes qu'on va approximer à 0, notamment les termes qui sont liés à la fonctionnelle d'échange et corrélation. Et les intégrales, on va finalement les calculer de manière semi-empirique. Et à partir de là, on va pouvoir s'attaquer à la modélisation des spectres UV visibles, donc de clusters qui sont encore un peu plus gros. Donc on voit ici, ce sont des tétraèdres d'argent contenant 20, 56 et 120 atomes. Et vous avez ici les différents spectres qui sont calculés avec différentes fonctionnelles d'échange et corrélation. Donc ici à droite, on a des approximations qui sont les hybrides à séparation de portée. Et vous voyez que globalement, ces trois-là, elles donnent les mêmes formes de spectres. Par contre, si on s'intéresse à ce qui se passe à gauche ici,
PBE, c'est une fonctionnelle donc, qui se trouvait au bas de l'échelle. PBE 0 et PBE 0,1 tiers, hein, ce sont des hybrides donc, au milieu de l'échelle. Et vous voyez, hein, si on s'intéresse par exemple au tétraèdre de plus grosse taille, ici AG120, que les spectres ils vont être assez différents lorsqu'on parle de PBE. On a une première bande ici qui est autour de 3,4 électronvolts. Et puis les hybrides, elles donnent plutôt une première bande qui est autour de 4 électronvolts. Finalement, qui se rapproche des résultats expérimentaux, hein, si vous vous souvenez de la position des spectres qu'on avait, des spectres expérimentaux qu'il y avait sur la slide précédente. Et donc, même dans le cas de PBE, on va pouvoir se demander, hein, finalement, quel va être l'ORIP? Parce qu'ici, on a un premier maximum. Est-ce que ce premier maximum, il correspond à finalement une bande plasmonique ou pas? Ici, donc, on n'a pas trop de doute, on se dit l'intensité est assez importante, donc c'est certainement une bande plasmonique. Mais bon, vous voyez finalement, il n'y a pas de méthode qui est capable de produire et justement, je vais le montrer sur l'exemple suivant, hein, sur cet exemple de nano-alliage. Donc, c'est un nano-alliage d'argent et d'or. Donc, au niveau de cette pyramide, hein, plus on augmente le taux d'or en partant du sommet ici, hein, et remplissant pour avoir ça. Ici, on a les résultats calculés à niveau PBE 0 ici avec l'hybride à séparation de portée. Donc, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on parle de l'argent? On a cette bande intense autour de 4 eV. Plus on accroît la quantité d'or, plus la bande de l'argent diminue. Mais par contre, au niveau de l'or, ici, eh bien, on ne voit rien du tout qui apparaît. Si on passe à la séparation de portée, eh bien, ici, on voit effectivement que le pic ici de maximum d'absorption décroît. Et ici, par contre, on voit commencer à poindre donc un maximum qui correspond à celui de l'or. Donc ici, on arrive à reproduire une signature de l'or. Par contre, vous voyez aussi que la signature de l'argent, elle est complètement shiftée, hein, par plus de 0,5 eV. Donc, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Hein, on n'a pas vraiment d'approche qui permette d'avoir à la fois une bonne précision et de reproduire les bons comportements obtenus expérimentalement. Si cette fois, hein, on essaye d'aller sur des systèmes qui sont encore plus gros et plus représentatifs encore de ce qui se fait expérimentaux, il y a d'autres déclinaisons de la TD-DFT qui existent, hein, et qui permettent d'estimer donc le spectre d'absorption en fonction ici de la polarisabilité et en prenant notamment donc la partie imaginaire de cette polarisabilité. Ici, on n'a plus de problème de diagonalisation, hein, parce que le spectre est calculé point par point. Donc, on augmente la valeur de l'énergie d'excitation, hein, point par point, et au fur et à mesure, donc, on calcule la polarisabilité. Donc, avec ces approches-là, hein, donc, on est capable d'aller calculer donc, les spectres d'absorption de clusters qui vont être environnés. Donc, on le voit ici sur deux exemples, hein, AU44 donc, qui est thiolaté et AU52 qui est thiolaté. Donc, ça ne paraît pas. Hein, ici, on voit c'est une molécule qui comporte 44 atomes, mais si on commence à prendre les ligands en compte, on monte à 350 atomes et on imagine que là, il y a les effets de conformation en plus qui sont énormes. Et donc, pour arriver à s'en sortir, il faut essayer d'étudier la dynamique, d'autant plus si on n'a pas de structure cristalline. Donc, essayer d'étudier le système par dynamique pour trouver la bonne conformation et ensuite calculer le spectre d'absorption. Mais on voit qu'on est capable de le faire grâce à ces approches. Et en bleu ici, on avait le spectre expérimental.
Et on voit que ici, donc, on a toutes les méthodes qui sont étudiées là, qui permettent de retrouver donc, ce petit épaulement. Donc on a des approches qui permettent de se rapprocher de plus en plus des problématiques expérimentales. Donc à partir de là, eh bien, ce dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est comment caractériser les différentes excitations qui sont calculées au sein de ces différents spectres. Donc, on va revenir à la définition sur laquelle j'ai fait référence en introduction. Donc, dans un premier temps, hein, qu'est-ce qu'on appelle excitation de la bande de conduction? Donc, si on regarde la structure électronique de l'argent et celle de l'or, on se retrouve hein, pour l'or en 5D10 6S1. Donc, excitation ici de la bande de conduction, ça va être exciter l'électron de la 6S1 vers une 6P1. Donc, il va falloir hein, évaluer si les excitations qu'on a calculées, elles font référence à ces excitations monoélectroniques. Et ensuite, ce qu'on va faire, hein, c'est analyser le critère de collectivité, c'est-à-dire vérifier si ces excitations-là, hein, qui se passent sur chaque atome, vont pouvoir se faire sur l'entièreté des atomes qui vont se situer à la surface de la particule. Et donc pour ce faire, il y a des indices qui ont été développés dans la littérature, hein, notamment le caractère superatomique et le caractère collectif. Et donc superatomique qui va juger si l'excitation, elle dérive d'une excitation de la bande de conduction, et collectivité, hein, si toutes les excitations sur chaque atome se font en même temps et de la même façon. Et donc, si on applique ça hein, toujours sur cet exemple AG120, sur cette pyramide, sur ce système modèle, donc avec les fonctionnels qui sont semi-locales de type PBE, donc encore une fois au bas de l'échelle de Jacob, eh bien vous voyez que le premier maximum d'absorption ici, hein, auquel je faisais référence, eh bien il n'y a aucun caractère superatomique et il n'y a aucun caractère collectif. Donc si on regarde un petit peu aux différentes définitions, hein, eh bien on a plus affaire à une bande qui est relative à des états interbandes. Et finalement, avec cette méthode-là, il n'y a aucune excitation qui va avoir un caractère plasmonique. Cette fois, si on change de fonctionnel, hein, la fonctionnelle hybride, donc qui est bien, comme je le répète, hein, qui est pas mal utilisée dans le monde de la chimie moléculaire, eh bien, la fameuse bande d'absorption, ici, hein, qui était assez intense, on voit qu'elle a un caractère superatomique qui est fort et un caractère d'excitation collective qui est fort. Hein. Et donc ici, on va plutôt remplir les critères de résonance plasmonique pour cette bande-là. Alors, pourquoi on obtient finalement des spectres qui sont assez différents? Eh bien, c'est parce que si on regarde les différents niveaux énergétiques, donc sur un atome, entre les électrons S et les électrons D, dans le cas de PBE, les électrons D ils vont être proches en énergie de l'orbital S, et donc finalement, ils vont être plus facilement excitables. C'est pour ça qu'on va se retrouver plus facilement avec des interactions interbandes. Tandis que lorsqu'on est avec PBE0, eh bien l'écart énergétique entre les deux est plus large, et donc finalement, on va pouvoir conserver ce caractère de résonance plasmonique. Alors il y a d'autres exemples hein, qui existent dans la littérature hein, pour cartographier entre guillemets donc ces différentes transitions. Donc ici on représente sur ces cartes donc, les orbitales de départ qui sont occupées et ici les orbitales virtuelles ici. Et ici, vous voyez hein, qu'il y a pas mal de densité qui apparaît sur ce graphe et qui implique uniquement des orbitales qui font partie de la bande de conduction. Hein, donc, on peut dire que ces deux excitations qui sont là et là hein, vont commencer vont avoir un caractère plasmonique.
Et puis, donc, je vais terminer par les deux applications dont je vous avais parlé. Donc, on va essayer de s'élever hein, en termes de taille de système et aller encore un petit peu plus loin. Donc, vous imaginez, donc c'est un système qui est composé de pyridine et une nanoparticule d'argent qui est composée de 6500 atomes. Et donc, ici, la TDDFT est impossible à appliquer. Par contre, il y a des personnes qui ont travaillé, hein, notamment dans le groupe de Morton, c'était au début des années 2010, pour développer des méthodes, ce qu'on appelle hybrides. C'est-à-dire qui mélangent les approches ici qui viennent du champ de l'électrodynamique avec celles du champ de la mécanique quantique. Donc ici, la particule est modélisée grâce à ces modèles électrodynamiques et la pyridine qui est greffée en surface est modélisée grâce à la DFT. Et on va calculer donc le spectre Raman donc de cette pyridine qui est greffée à la surface et regarder hein, finalement si en fonction de sa position sur la particule, on va obtenir une exaltation des propriétés Raman. Et donc on voit ici que pour la pyridine qui est libre, eh bien, on a des intensités qui sont relativement faibles. Mais par contre, ici, on voit que quand on commence à positionner la particule, la pyridine pardon, sur une face de la particule, donc ici, les intensités du spectre augmentent et on observe également un shift des transitions. Et on voit hein, que l'effet qui est le plus important, l'effet d'exaltation qui est le plus important, va être lorsque la pyridine va être positionnée donc sur une arête ou même va être positionnée donc sur un sommet de la particule. Donc c'est là où on va avoir les plus grosses exaltations. Et puis donc je vais terminer par cet exemple qui essaye de traiter donc les propriétés photocatalytiques ici que pourrait avoir une particule d'or. Donc on va utiliser cette fois des méthodes qu'on appelle real-time TDDFT et qui vont permettre d'étudier donc la dynamique de l'électron au cours du temps. Donc ici, on voit qu'on va envoyer donc un champ électrique au cours du temps et ici vous avez représenté donc la distance entre deux atomes d'oxygène qui vont être greffés à la surface. Et vous voyez qu'au passage de l'onde ici, eh bien, vous allez avoir la distance entre les deux atomes d'oxygène eh bien, qui vont s'écarter, synonyme hein, qu'on est en train de casser la liaison entre les deux atomes d'oxygène. Et donc ici, c'est un zoom, hein, mais cette fois focalisé donc, sur la dissociation des deux atomes d'azote. Donc, de deux atomes d'azote, pardon. Donc ici, on a le positionnement des électrons dans les orbitales P de l'azote. Et puis, vous voyez qu'au passage du champ électrique, donc lorsque le temps commence à s'écouler, eh bien, on est en train de peupler ici les orbitales antiliantes P du diazote et on va commencer à dissocier donc, cette molécule de N2. Donc voilà pour ces deux applications que je voulais vous présenter. Donc pour résumer hein, ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on s'est intéressé à tout ce qui était approche DFT et TDDFT hein, pour calculer les propriétés d'absorption, de spectre d'absorption donc de clusters de métaux nobles. On a vu que eh bien, ce n'était pas si facile que ça, hein, notamment parce qu'il va falloir choisir de manière la plus intéressante possible le terme d'échange et corrélation, qui lui va avoir une très très grosse influence sur le spectre UV visible qu'on va calculer. On a vu également qu'on était capable de déterminer l'origine des différentes excitations, hein, notamment en faisant le calcul de certains index.
Et puis, en termes de perspective, hein, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est déjà en cours, hein, il y a plusieurs groupes qui travaillent là-dessus, donc on voit hein, qu'il y a un effort à intégrer de plus en plus hein, des paramètres, enfin des systèmes qui ressemblent à l'expérience, donc notamment avec le positionnement de ligands à la surface des nanoclusters, etc., etc. Et d'aller vers les spectroscopies exaltées de surface ou la photocatalyse. Et donc, sur ces travaux, je voudrais principalement remercier donc, Abir Kebabsa, ici, qui était en thèse, qui a soutenu sa thèse donc, en septembre dernier et qui a pas mal commencé à défricher dans ce domaine-là. Et bien entendu, donc, notre équipe. Bon, c'est une photo qui date un petit peu, mais ça reflète un petit peu la dynamique de l'équipe. Et merci pour votre attention.